podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. La Belgique est plongée dans le marasme budgétaire, mais en est-on assez conscient? Salut Baptiste. Bonjour Olivier. Je suis Olivier Mouton, journaliste à Trend Tendance avec mon collègue Baptiste Lambert et on est un peu fâché aujourd'hui, en tout cas on est un peu chagrin. En tout cas toi, oui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est insupportable en fait les scènes auxquelles on assiste. Hein. Alors je vais essayer de résumer, mais c'est déjà un long résumé. Hein. Le gouvernement fédéral de Bardo-Wever est au bord de la crise. Bon, je ne veux pas dire que tout le monde s'en fout, mais presque. Les gouvernements wallons et francophones ont adopté des budgets qui font mal en partie, mais qui sont malgré tout minimalistes. Alors, évidemment, chacun s'inquiète pour son portefeuille, mais tout ça n'est pas sans contradiction. Tu vas nous expliquer pourquoi. Bon, faut-il dire que le gouvernement bruxellois travaille à un budget, mais est bloqué maintenant depuis 500 jours et davantage. On va bientôt battre les records. Et donc, on est coincé dans des narratifs. Il y en a qui veulent des taxes, d'autres qui se coincent dans une idée no taxe. Il y a des cadeaux qui sont un peu inutiles, des effets de retour des réformes qui sont incertains. Et en plus de tout ça, on a des mouvements sociaux. Il y a déjà eu une grande manifestation. Il y a 3 grèves qui arrivent. Dans les sondages, les partis au pouvoir sont sanctionnés. Enfin, c'est à devenir fou. En fait, peut-être que je suis dur, mais je me dis, on ne peut pas rester dans une situation comme ça quand même. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une polarisation ambiante dans la société. On sent que les partis se braquent quelque part et plus qu'ils ne veulent bien le dire, notamment par rapport à la contestation sociale. Et moi, j'estime qu'il y a quand même eu un changement, en tout cas de comportement, avec ces sondages qui sont sortis en septembre dernier et qui ont d'abord renversé la majorité Arizona. Hein. Elle n'a plus la majorité, fictivement, bien sûr, et particulièrement dur aussi contre le maire et les engagés qui ont perdu... Tu veux dire que ça les a braqués, quoi. Ça les a braqués et ça les aura obligés de se repositionner quelque part. Bon, bien sûr, ce sont des sondages, ça n'explique pas tout, mais ça peut expliquer en partie pourquoi les gouvernements wallons et en fédération Wallonie-Bruxelles veulent y aller progressivement, de manière pas trop abrupte. Alors pour la fédération Wallonie-Bruxelles, on l'avait déjà évoqué, mais le retour à l'équilibre, c'est sur 2 législatures, mais il y a eu des rapports de scientifiques, 2 rapports qui ont dit que c'était pas du tout assez suffisant, conséquent, pas du tout suffisant comme mesure. Et alors on a ici là dernièrement le conclave budgétaire wallon qui a été entériné. Là encore, d'accord, 270 millions d'efforts. Pour les prochaines années, l'effort va être 2 à 3 fois plus important que ce qui a été fait cette année et l'année dernière. Voilà, avec, on le sait, des mesures qui ont été prises au début, les droits d'enregistrement qui ont plombé un petit peu l'effort. Et donc on voit qu'on est dans un entre-deux et qu'on évite le coup de massue pour le moment. Mais ce coup de massue... Mais en même temps, il y a des mesures qui vont faire mal. Il y a le Minerval, il y a les allocations familiales, il y a des choses qui sont difficiles. C'est ça, et en fait, ça va être un préambule. Mais comme tu le disais, donc il y a le Minerval qui va passer pour certains, mais dont plus la moitié des étudiants, à plus de 1 000 €. Ça peut faire mal quand même pour toute une famille quand il y a 1, 2, 3 enfants. Les allocations familiales, elles seront conditionné pour les 18-25 ans. Alors ça part d'une bonne intention, c'est de dire il faut suivre un parcours scolaire, un parcours d'insertion socio-professionnelle pour pouvoir en bénéficier. Mais mécaniquement, il y a des familles qui vont être touchées, qui ne vont plus toucher leurs allocations familiales. Donc ça, il faut en être très conscient. Et en même temps, je l'ai dit, ça va faire beaucoup plus de dégâts encore dans le futur. Donc là, on voit que oui, les coalitions sont un petit peu coincées entre le devoir de réduire ces dépenses budgétaires et de ne pas faire trop mal d'un autre côté, mais est-ce que c'est résolvable? Je ne sais pas. Mais en même temps, alors on sait qu'on s'y prend tard. On est coincé dans une situation budgétaire que beaucoup n'ont pas voulu voir venir, c'est-à-dire qu'il y a des efforts à faire importants de manière pluriannuelle pour revenir, si pas à l'équilibre, en tout cas à un déficit acceptable. Et on s'y prend tard. Alors on a tout le volet réformes structurelles, pensions, travail, etc. C'est-à-dire qu'on doit
veiller à ce que le vieillissement et les dépenses Niveau soient fédéral, soutenables. notamment. On doit veiller à ce que l'emploi, et ça c'est à tous les niveaux de pouvoir, qu'on remette les gens à l'emploi, qu'on faire la réforme du chômage de longue durée, qu'on faire les mesures qui pourraient être prises sur les malades de longue durée, etc. Bon, les dépenses, elles explosent, donc il y a certainement un travail à faire là-dessus et on ne le voit pas. Mais j'ai l'impression surtout que on n'est pas conscient de la situation. Et la situation, c'est quoi ? C'est que on compare souvent l'époque actuelle aux années 90, Dehaene, plan global, etc. Mais à l'époque, il y avait encore un peu de croissance. Ici, on a une croissance qui est quasi nulle, en tout cas entre 0 et 1%. On a des dépenses structurelles qui explosent. Et en fait, tout le monde est dans le business as usual. C'est-à-dire, on dit, quelque part, il faut qu'on ait des gains fiscaux, il faut qu'on répartisse socialement les fruits de la croissance, si minime soit-elle. Et en fait, on n'accepte pas la situation. Et ce que je trouve, moi, un peu compliqué, c'est que tous les acteurs ne sont pas logés à l'enseigne de l'effort qui est à réaliser. Alors, je mesure bien, tu l'as déjà exprimé en partie, qu'on prend des mesures pour la croissance et puis qu'en même temps, il y a des mesures qui sont contradictoires. Donc, on a une vision sans doute qui fait défaut. Enfin, je pense que là-dessus, il y a des éléments pour le prouver, non ? Oui, alors tu touches à un point crucial, c'est cette époque de Dehaene, en fait, où on a fait des efforts conséquents, mais tu as dit, mais il y avait de la croissance. Et c'est là que ça devient très très compliqué dans la situation actuelle, c'est que assainir les finances publiques sans croissance, ou en tout cas, c'est les deux faces d'une même pièce, et c'est un cercle vicieux. Donc si je prends les emplois comme tu l'évoquais, en Wallonie, on a décidé, peut-être à juste titre, de s'attaquer aux aides à l'emploi, APE, donc ce sont des emplois subventionnés pour tout ce qui est pouvoir public, les communes ou pour des ASBL aussi, et de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 3. Alors, très bien, et la ministre a dit la Wallonie n'a pas de vocation à être le premier employeur. Oui, le but c'est de créer des emplois région. privés, on est voilà, d'accord. Exactement. Mais ça devient quand même, on se met quand même une difficulté pour atteindre ce fameux taux de 80% de taux d'emploi, en tout cas au niveau belge. Alors il y a aussi toute une mesure, aussi toute une série au niveau fédéral, on le sait bien, où il y a une rivalité finalement qui s'installe entre les chômeurs qui seraient exclus, qui vont aller au CPS, et tout ce qui est la flexibilité, parce que les flexi-jobbers, oui, c'est une mise en concurrence sur un marché du travail qui est fini, donc il n'y a pas autant d'emplois qu'on le souhaiterait. Et donc là, il y a quand même une mise en concurrence. Et sur la croissance en elle-même, si on ajoute déjà des perspectives internationales qui sont moins bonnes que la relance post-Covid, on va dire, pour généraliser, vous mettez les droits de douane, il y a des restrictions budgétaires qui baissent le niveau de dépenses publiques, et on sait que dans nos États-providence, les dépenses publiques, ça crée de la croissance, mine de rien, c'est comme ça. Tout ça mis bout à bout, on casse un petit peu la machine économique, et tout ce qu'on perd en croissance, on va le perdre en assainissement des finances publiques. Donc c'est pour ça que j'évoquais un cercle vicieux. Donc il y a des mesures qui doivent être prises, mais c'est vraiment un contexte très difficile. Et ils doivent mesurer cet enjeu-là et dépasser quelque part, faire des choix. Oui, c'est vrai, mais en même temps, l'enjeu, quand je dis tout le monde devrait être à table et se retrousser les manches, c'est de se dire à un moment, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est, alors on en parle, on y travaille un peu, mais c'est une vraie stratégie de croissance, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on retrouve cette croissance de 2-3% peut-être. Comment on fait en sorte qu'on ne laisse pas mourir notre industrie ou un certain nombre de secteurs qui sont en difficulté aujourd'hui. Et ça passe évidemment aussi par un développement privé, parce que j'entends ce que tu dis, mais les dépenses publiques, à un moment, elles ont une limite. Les emplois publics, c'est quand même payé par toi et moi, d'une certaine manière. Donc, je trouve que c'est un problème. Sans doute que la majorité actuelle... en fait, je trouve qu'il y a une double responsabilité. La majorité actuelle, sans doute, s'y prend très mal, parce qu'elle se met tout le monde à dos, elle ne prend pas le temps, quand je dis la majorité, les majorités, fédérale, wallonne, Fédération Wallonie, Bruxelles... d'analyser ces mesures sur le long terme, en tout cas leur impact sur le long terme. Mais aussi sans se dire à un moment, on a besoin des forces vives pour les mener à bien. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à se braquer contre les syndicats, contre les mutuelles, contre tous les acteurs possibles et imaginables. Donc ça, je trouve ça sans doute une faille importante. Mais à côté de ça, il faut quand même reconnaître que l'opposition est quand même dans un jeu
jeu parfois un peu démagogique, facile, notamment pour dire ça, c'est-à-dire à un moment vous cassez la croissance, ok, enfin je veux dire, c'est pas en maintenant tout le temps sur perfusion publique qu'on va considérer que la croissance se poursuit. Elle force le trait sur les mesures qui sont prises, mais sans proposer vraiment de solution qui assainiraient les finances publiques tout en lançant la croissance. Donc, moi je trouve, et donc du coup on se retrouve avec, je disais tout à l'heure, mais moi ça me sidère quoi. 3 jours de grève, 24, 25, 26 novembre, après déjà des mobilisations, plus des trucs de secteur, avec déjà des grèves qui ont anticipé, mais est-ce qu'on se rend compte de la situation dans laquelle on est? Alors j'entends que le mot d'ordre c'est de dire il faut une contribution des épaules les plus larges, globalement, mais bon, à un moment peut-être, et d'ailleurs je pense que c'est en partie sur la table, Vorreut le met au fédéral, il y a des choses qui vont dans ce sens-là, mais bon sang, est-ce qu'on ne doit pas considérer qu'il y a un vrai tournant à prendre aujourd'hui? Oui, mais alors tu parlais de la taxe sur le patrimoine, taxe des millionnaires de Vorreut, mais on a aussi de l'autre côté le MR qui refuse toute une série de nouvelles taxes. Alors c'est intéressant dans le chef. Ils ne sont pas sans contradiction, ça c'est clair. Non, dans le chef du MR, c'est intéressant parce que voilà, on sait que la stratégie de Georges-Louis Boucher, c'est de positionner et d'avoir positionné son parti vers une droite plus populaire, parce qu'il partait du constat, enfin en tout cas du prérequis que la droite, on va dire un peu plus bourgeoise, lui était un électorat acquis, donc il a voulu aller un peu plus à droite, un peu plus dans la droite populaire comme je le disais, mais ces stratégies, elles le coincent dans les négociations actuelles parce que pourquoi est-ce qu'il refuse un saut d'index? Pourquoi est-ce qu'il refuse une hausse de la TVA? Ce sont des mesures qui impactent directement cette classe de travailleurs, on va dire modeste, modeste, voire même un peu plus pauvre. Et ça casse totalement sa stratégie. Et ça, tous les gains électoraux qu'il a fait le 9 juin dernier, je ne sais plus quand c'était les élections, le 9 juin 2024, il risque de les perdre. Et c'est ce qu'il voit qui est en train de se passer. Alors, il faut le dire, les libéraux, et c'est pas propre à Georges-Louis Boucher, mais ont toujours affirmé qu'il fallait assainir les finances publiques. Ils ne l'ont pas toujours fait. Ils n'ont jamais été tout seuls non plus dans les coalitions. C'est un tort évidemment partagé, mais ils savent bien que le débat budgétaire, et c'est peut-être un problème, c'est ce qu'on évoquait au début, est moins vivant en Wallonie au sud du pays qu'au nord du pays. Donc voilà, il affirme qu'il faut assainir les budgets, mais on a déjà vu aussi dans les négociations du gouvernement Arizona qu'il n'en faisait pas un point absolument crucial. Il préférera toujours refuser une nouvelle taxe, surtout si elle vient de Vorreut, que d'assainir les finances publiques. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans une époque... on fait souvent des comparaisons avec la France. Alors la France, évidemment, ils découvrent un peu ce que c'est qu'être belge aujourd'hui, parce qu'ils ne parviennent pas à trouver des accords faute de majorité au Parlement et la nécessité de faire des compromis. Mais nous, on se macronise un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de conscience. Il y a tout le monde qui est là en train de se renvoyer la balle. Et donc, regarde en Europe, la France et la Belgique, qui sont deux des pays où la situation budgétaire est la plus préoccupante. C'est deux pays qui sont pratiquement à l'arrêt aujourd'hui, on est en pleine inertie, quoi. Et je trouve que c'est lié notamment au fait que l'intérêt général, peut-être que je rêve, sans doute même, mais que l'intérêt général devrait primer alors qu'on a des tribus qui s'opposent, c'est vraiment ça, avec leur chef grand Manitou qui vient à faire des en disant mais au bout du compte ça bouge pas. Moi je trouve, on a fait un débat dans Trends cette semaine entre les économistes Rudy Arnault, qui est d'ailleurs le chef de cabinet de Georges-Louis Boucher, et Bruno Coleman sur la place de l'État, mais alors ça peut paraître très théorique, mais c'est quand même très important, c'est-à-dire qu'est-ce que doit encore faire l'État? Est-ce qu'à un moment on peut s'entendre sur les vraies missions? Comme est-ce qu'on peut s'entendre sur l'importance des emplois publics et qu'est-ce qu'on en veut? Mais c'est fondamental parce que c'est ça qui permet à un moment de faire les choix budgétaires au-delà de ces tripés comme des chiffonniers, ce qui arrive pour le moment. Et je trouve que ça, on le mène pas. Même chose, on fait des budgets en ordre dispersé. Tiens, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Flandre était la première, là, ça va bien globalement, même si la Fédération Wallonie-Bruxelles est arrivée, la Wallonie, Bruxelles, on ne sait pas quand ça arrivera, si ça arrive un jour, et le fédéral est coincé. Mais est-ce que, en fait, tout n'est pas lié?
Oui, quand même. Je veux dire, on est dans un État où ces budgets ont des implications les uns sur les autres. Au niveau européen, c'est au niveau belge que l'on doit répondre pour tous ces budgets. Donc en fait, on n'a plus de vision, quoi. Et en fait, moi, ça me chagrine parce qu'en attendant, on est dans le marasme que l'on a évoqué. Oui, tout à fait, mais moi je pense à titre personnel que s'infliger un conclave budgétaire chaque année en fait répète cette scène à l'envi, et donc en fait il faudrait une bonne fois pour toutes, comme tu le dis, peut-être un exercice global commun. Bon voilà, là on et pluriannuel, on rêve peut-être en parlant, mais après c'est ce que l'Arizona est en train de tabler, hein, quelque chose de pluriannuel. Mais je pense que là, sur le rôle de l'État, tu touches un point crucial sur toute la différence toute la différence entre le PS et le maire, en tout cas entre l'approche du PS qui veut développer cet État-providence et qui, par l'argent public, veut booster mais il n'y a plus d'argent la public. Croissance. Voilà, et donc ça peut être un nœud. Ça peut être un nœud, et le MR qui pense que la main invisible et l'emploi privé va décoller tout seul, mais là on voit que les perspectives internationales sont pas terribles. Donc, et que les effets retour sont aléatoires. Voilà, je suis d'accord. Donc là il y a un juste milieu à trouver, mais c'est mais le jusqu'ici on parvenait encore à trouver juste milieu. Et aujourd'hui en fait on ne se donne plus les moyens de trouver le juste milieu. Sans doute parce qu'on a des majorités qui sont pas soit pas cohérentes, soit qui sont sans doute contre une opposition de manière destructive sans essayer de tendre la main, et vice-versa d'ailleurs, hein, une opposition qui détruit sans essayer de comprendre la logique, mais je trouve que ça donne un piètre spectacle, et ce podcast c'est le combat francophone, et je trouve que dans le combat francophone on doit se rendre compte qu'on est à un moment clé, et que la mobilisation des forces vives devrait être une priorité, c'est mon opinion. En tout cas ça nous laissera la place pour d'autres podcasts certainement. En tout cas merci Olivier. Merci Baptiste. E-facturation obligatoire ? Transformez-la en avantage. Préparez-vous avant les autres. Automatisez vos flux, c'est moins d'erreurs, plus de cash et un temps d'avance. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.